Le thème que nous allons développer, on l'avait déjà développé il y a quelques années, et il semblerait que ça ait beaucoup plu. Donc aujourd'hui, à brûle pour point, je dirais, on me demande de traiter à nouveau du même sujet qui avait abordé donc la digestion d'un légume qui fait partie des brassicacées que vous connaissez bien. C'est le brocoli, qu'on peut aussi consommer sous forme de chou, hein, les brassicacées. Mais pas de la même manière, parce que bon, manger du brocoli cru, c'est moins simple, si ce n'est des petites pousses, qui sont d'ailleurs tout à fait recommandées parce qu'elles sont petites. Mais on peut manger donc aussi les brassicacées crus, sous forme de chou, parce que manger du chou cru, c'est plus simple. On peut le cuire aussi, alors que le brocoli, quand il est gros, le manger cru, c'est plus compliqué. Alors vous allez comprendre pourquoi je fais la différence entre la consommation crue et la consommation après cuisson, même si nous avons suivi les principes du vitaliseur de Marion, qui consiste donc à cuire en dessous de 95 degrés. Même là, la cuisson aurait perturbé la voie métabolique que je vais vous décrire, parce que quand vous consommez du brocoli, on va dire du chou cru, partons sur la forme crue, vous allez avoir un effet que vous n'aurez pas de la même manière, en tout cas, n'aura pas tout l'effet métabolique lorsqu'il est cuit que lorsqu'il est cru. En effet, la plante, la cellule végétale qui constitue les plantes, qui les structure, les végétaux, en dirons-nous, comestibles et non comestibles, ces végétaux fabriquent des substances qui sont destinées à les protéger. Donc, pour se protéger, les cellules végétales ont inventé des entités chimiques qui vont nuire à l'intestin et au fonctionnement global de l'élément qui va les manger. Donc, c'est destiné d'abord, évidemment, aux insectes. Et la physiologie humaine a transformé cet effet toxique en effet bénéfique, en utilisant les mêmes voies d'ailleurs. C'est ce qui est extraordinaire et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la phytothérapie ou de l'aromathérapie péros ou même en inhalation, parce que ces structures qu'a fabriquées la plante pour se défendre, en fait, vont nous renforcer. Et donc, pour ce qui est du chou cru, des brassicacées crues, la cellule végétale a prévu donc une substance, mais cette substance ne doit être active, évidemment, que si la cellule est croquée et mangée. Donc, il n'est pas question que cette substance soit toxique pour la plante elle-même. C'est pour ça que la plante a prévu de la fabriquer sous une forme inactive et elle la cache dans une petite vésicule dans sa cellule. Et juste à côté, dans une autre vésicule qui isole aussi la deuxième substance, elle a prévu l'enzyme qui va transformer le produit pré-toxique en produit toxique. Mais cette rencontre entre l'enzyme et le produit pré-toxique qui est neutralisé encore, parce qu'il n'a pas encore été activé par l'enzyme, la rencontre ne se fait que s'il y a un élément qui va croquer les deux en même temps. L'élément, ça va être un système de mastication d'un hanneton ou d'un gros insecte, mais ça peut être aussi les dents de l'humain ou les dents d'un mammifère, de toute manière. Et donc l'humain, lorsqu'il croque, comme le hanneton, je dirais, la feuille ou le brocoli, ou dirons-nous plutôt le chou-fleur, puisqu'on parle du chou-fleur cru, lorsqu'il va croquer ce chou-fleur, il va mettre en contact cette enzyme avec la substance pré-toxique. Et donc, ce contact va rendre la substance toxique à ce moment-là. Et cette substance, vous allez l'avaler. Quand je raconte cette histoire, je l'intitule toujours, c'est l'histoire de la myrosinase, parce que la myrosinase, c'est un nom charmant, et la myrosinase, c'est le nom de cette enzyme qui est isolée dans la cellule de la plante et qui, lorsqu'il y a un phénomène qui écrase les deux vésicules, ça les met en contact et ça transforme donc la substance pré-toxique en vraie substance toxique. Et donc voilà comment cette substance toxique arrive activée par la myrosinase, elle arrive dans l'estomac. Et c'est dans l'estomac que vont être séparées les deux parties qui sont associées à l'origine dans la cellule végétale, c'est-à-dire la partie sucrée et la partie protéique. Donc voilà, la substance pré-toxique et l'association des deux, du sucre et de la
partie protéique active, et c'est dans l'estomac que va se finaliser la dissociation des deux, et que va se créer, par l'acidité de l'estomac, l'élaboration, on va dire, de 3 petits cochons qui vont émaner de la transformation dans l'estomac. Et ces 3 petits cochons vont arriver dans l'intestin, dans le duodénum exactement, c'est la première partie de l'intestin grêle, qui s'appelle le duodénum, c'est là où se réalisent dans les 100 premiers centimètres à peu près toutes les absorptions, à peu près. Et donc, ces 3 petits cochons vont être absorbés par le duodénum, et absorbés par le duodénum, inévitablement passent dans le système sanguin, et donc, inévitablement, gagnent qui? Le foie. C'est le premier accueil que vont rencontrer toutes les substances qui sont absorbées par voie intestinale, c'est le foie, par le système vasculaire qu'on appelle le système porte. Et donc, les cellules hépatiques vont voir arriver les 3 petits cochons. Et c'est là que vous allez avoir le premier effet extrêmement bénéfique de ces 3 petits cochons. Probablement a-t-on besoin des 3 pour avoir un effet synergique. Probablement, on n'en est pas encore certain, mais on sait qu'un des 3 est fondamental. Le nom chimique, c'est diindolylméthal. Vous le verrez dans les produits de complément. Il est souvent repéré parce qu'il est désigné comme DIM, comme les bas, hein, D-I-M. Et donc, ce DIM-là, probablement avec l'aide de ces 2 autres petits cochons, ce DIM-là a une caractéristique. Il a plusieurs caractéristiques intéressantes, mais il y en a une que l'on recherche. C'est qu'il a la capacité d'inciter la cellule hépatique à synthétiser l'enzyme qui est l'enzyme la plus utile pour, et la moins toxique surtout, pour éliminer les œstrogènes que, mesdames, vous produisez, vous qui êtes en activité génitale ou vous qui prenez un traitement hormonal substitutif parce que vous êtes en ménopause. Ces enzymes vont aider le foie à éliminer d'une manière la plus correcte possible les œstrogènes. Alors, il y a 3 enzymes possibles dans le foie pour éliminer ces œstrogènes. Et l'exemple que je pourrais vous donner, c'est que l'œstrogène, imaginez-vous, a une forme humaine avec des mains et des pieds. Et cet œstrogène, si vous lui modifiez les pieds, en nageant, elle pourra quand même, en échappant au foie, si vous lui oxydez avec ses enzymes uniquement les pieds, elle pourra quand même s'accrocher avec ses mains à la cellule du sein, sous une forme oxydée, parce que vous lui aurez oxydé les pieds, alors ce sera une substance qui sera potentiellement très toxique. Parce qu'au lieu de l'éliminer tranquillement, elle aura échappé au foie et elle n'aura été modifiée par cette première transformation que par modification de ses pieds et pas ses mains, donc elle pourra toujours s'agripper. Par contre, si vous avez la bonne enzyme hépatique qui lui modifie les mains, même si elle échappe au foie, elle ne pourra pas s'agripper à nouveau au sein. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette substance qui vient, ce petit cochon qui vient du brocoli et qui va inciter la cellule hépatique à produire l'enzyme qui coupe les mains à l'œstrogène. Et donc, même si cet œstrogène qui est d'abord traité par l'enzyme et ensuite mis dans un petit sac poubelle pour être éliminé par voie urinaire ou par les selles, même si cette enzyme, si la substance a été modifiée et a échappé au niveau des mains et a échappé, même si elle échappe au foie, elle ne pourra plus être active sur le sein. Donc c'est toute la différence entre les différentes enzymes qui traitent les œstrogènes. Si vous traitez l'œstrogène par une enzyme qui ne modifie que ses pieds, dirons-nous, eh bien à ce moment-là, elle pourra, en échappant, se refixer au sein, alors que là, cette enzyme qui est issue de l'incitation par le produit qui émane du brocoli, cette enzyme-là, elle lui coupe les mains. Donc, elle ne pourra plus se refixer sur le sein. Et là, on est en train de parler d'une voie métabolique qui peut se transformer en voie pathologique, puisque l'excès d'œstrogène, oxydé d'autant plus, sera toxique au cours de la vie et on peut se retrouver avec une prédisposition au cancer du sein par ce qu'on dit hyperœstrogénie relative et permanente, c'est-à-dire trop d'œstrogènes circulant, puisque normalement, à chaque cycle, vous devez éliminer la totalité des œstrogènes, enfin la quasi-totalité des œstrogènes, et pas vous retrouver avec des reliquats circulants. Alors, quelle est la différence entre
la cuisson et la non-cuisson, eh bien, figurez-vous que lorsque vous mettez votre brocoli à cuire, cette cuisson, pardon, va dénaturer l'activité, va dénaturer la structure de l'enzyme, même cuite à faible température, et donc vous n'aurez plus l'action de la myrosinase. Mais, et c'est là le miracle de notre participation dans la vie en tant que structure humaine au microbiote, figurez-vous que lorsque vous mangez le brocoli, celui-ci n'aura pas eu la dénaturation par la myrosinase, puisque la myrosinase a été cuite, donc a subi l'effet de la cuisson. Et à ce moment-là, le brocoli cuit, mais toujours porteur de sa structure toxique qui n'a pas été modifiée par la myrosinase, va donc avoir cette structure qui ne sera pas dénaturée non plus par l'acidité de l'estomac, qui ne sera pas dénaturée par la pepsine, qui est l'enzyme de l'estomac qui dénature les protéines, non, parce que la myrosinase a une autre action que celle de la pepsine. Donc vous allez avoir cette structure, qui est un glucosinolate, qui va inchangé arriver dans le côlon, pour une partie d'entre elles, et c'est dans le côlon que la bactérie va traiter avec la myrosinase traitée par le microbiote du côlon. Et cette myrosinase va, à ce moment-là, modifier, comme cela est fait dans le chou cru lorsque vous le mangez cru et que vous le croquez. Lorsque ce glucosinolate arrive dans le côlon, c'est la bactérie du côlon qui est capable de produire la myrosinase et qui va transformer cette structure qui vous aide à lutter contre une mauvaise oxydation des oestrogènes. Eh bien, vous aurez la structure dans le côlon, produite par les bactéries, qui va quand même modifier. Alors, ce qui se passe ensuite avec ce glycosinolate modifié par la myrosinase des bactéries ne ressemble pas du tout à ce qui se passe lorsque, comme on l'a décrit précédemment, la myrosinase a été active au moment de la mastication. Donc vous comprenez en plus l'intérêt de la mastication lorsqu'on mange un chou cru. Hein. Et la mastication tout court d'ailleurs, puisqu'il faut toujours magnifiquement bien mastiquer pour avoir un système digestif fonctionnel optimal. Lorsque la myrosinase est active dans le côlon, à ce moment-là, on a un effet anticancéreux prouvé du glucosinolate traité par la myrosinase des bactéries. Donc on a un effet qui se coule, je dirais qu'il y ait la cuisson ou non du brocoli, vous aurez une prévention pour les dames exclusivement, mais les messieurs aussi en profitent, puisque le cancer de la prostate est lui-même aussi hormonodépendant, et au début, il est d'abord œstrogénodépendant avant de devenir testostérone dépendant. Et donc, autant l'homme que la femme aura un intérêt à mastiquer du chou cru pour avoir cet effet d'élimination des hormones, parce que l'homme aussi fabrique des œstrogènes, et ce d'autant plus qu'il a un petit capiton graisseux au niveau de l'abdomen, n'est-ce pas? Donc lui aussi il fabrique des œstrogènes, donc lui aussi il doit les éliminer. Et les deux, madame et monsieur aussi, ont tout intérêt aussi à avoir un reliquat de ce glycosinolate, donc cuire le brocoli, c'est très bon aussi, pour que cette cuisson ne permette pas à la myrosinase d'être active au niveau de l'estomac et avant au niveau de l'œsophage, mais permettent à la myrosinase du microbiote du côlon à produire une substance qui sera anticancéreuse dans le côlon. Donc, aux deux étages, aux deux endroits fatidiques de la digestion, à savoir au niveau de la bouche, de l'œsophage et de l'estomac et du duodénum, et ensuite tout ce qui se passe au niveau du côlon, deux zones totalement différentes, qui fonctionnent d'une manière totalement différente, avec un mucus et un microbiote totalement différents. Dans ces deux zones-là, les brassicacées ont un rôle fondamental. Évidemment, je n'oublie pas de vous parler de l'apport de vitamine B9, la vitamine B9 qui est si fondamentale pour la fabrication de votre ADN, de vos acides nucléiques qui vont structurer l'ADN et les ARN dont vous avez besoin, parce que chaque fois que vous divisez des cellules, vous avez besoin de renouveler le matériel génétique. La vitamine B9 est fondamentale pour finaliser leur synthèse à cet ADN et à ces ARN. Et n'oublions pas non plus l'apport d'une substance antioxydante qu'on appelle l'acide alpha-lipoïque,
que l'organisme synthétise, certes, mais un apport exogène est toujours très intéressant. Et cet apport exogène, donc par voie alimentaire, par voie végétale d'acide alpha-lipoïque, est très bien rempli par les brassicacées. C'est là où prend tout l'intérêt de la cuisson à faible température, en tout cas à 90-95 degrés, parce que la B9 et l'acide alpha-lipoïque seront biodisponibles pour votre physiologie. Donc voilà l'intérêt. Et la manière de cuire donc est très importante, moins de 95, mais la manière de préparer le chou aussi est très importante parce que figurez-vous, lorsque vous mangez le chou cru, et que vous le coupez en petites lamelles, vous créez déjà la rupture de la cellule et vous créez déjà la réaction entre la myrosinase et le glucosinolate et déjà vous préparez à la production de ces 3 petits cochons qui apparaîtront à la sortie de l'estomac et qui seront très bénéfiques au niveau hépatique pour éliminer les œstrogènes par la meilleure des voies. Voilà. Voilà ce que je voulais vous rappeler sur le brocoli et le chou cru. Et j'espère que j'ai été assez clair, en tout cas au moins autant qu'il y a quelques années quand j'avais fait la première vidéo. Eh bien, je suis après, s'il y a des questions, je pense qu'il y aurait de relais et je pourrais répondre aussi aux questions. Je vous transmets toute mon amitié.